Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Samaker sur la TFM. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et l'émission généralement c'était en Wolof, mais aujourd'hui nous avons l'honneur, plaisir de recevoir aujourd'hui le ministre Bruno Namadi Koné, qui est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Donc l'émission Samaker, ce n'est pas juste au Sénégal. On va s'étendre un peu dans la sous-région et en Afrique de manière générale, puisque les problèmes donc du foncier, les problèmes de l'accès au logement sont des problèmes donc universels. On va essayer d'en parler. Monsieur le ministre, merci de nous avoir reçus. Vraiment, c'est un honneur pour nous d'être en face de vous. Ça nous fait plaisir aussi de vous recevoir et de communiquer avec la population sénégalaise, de leur dire ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est un pays frère, un pays qui est très attaché au nôtre, avec lequel nous avons beaucoup de liens, et j'apprécie de communiquer avec une chaîne de télévision sénégalaise. Et vous connaissez un peu le Sénégal? J'y suis allé plusieurs fois. C'est un pays magnifique, avec une population qui est formidable, une jeunesse extrêmement dynamique. J'aime bien les Sénégalais, j'aime bien le Sénégal. Oui, et je suppose que vous connaissez le mot Nangadef. Nagadef, oui, Magnifique. Voilà, Magnifique. C'est ça la réponse. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça la réponse. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. Quand on parle de politique de logement en Afrique de l'Ouest, on pense automatiquement donc à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a son programme donc de logement. La Côte d'Ivoire également. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans la politique d'accès au logement? En Côte d'Ivoire, je dois dire que l'accès au logement a toujours été une préoccupation forte de l'État, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on a 3-4 grandes périodes. La première, c'est celle qui part des indépendances jusqu'aux années, grosso modo, 90, où l'État a été très présent dans la politique. L'État a été acteur pratiquement dans toute la chaîne de valeur, au niveau de la commercialisation, au niveau de la construction, à toutes les étapes. C'est une période qu'on peut qualifier de période de l'habitat social, parce que c'était vraiment perçu comme ça. De nombreux logements ont été construits à cette période-là. Pratiquement 100 000 logements ont été construits dans la période. Des quartiers entiers d'Abidjan ont été construits sur cette base, notamment Yopougon, même Cocody. Toutes les premiers sous-quartiers de Cocody ont été construits de cette façon. Ensuite, il y a eu les crises et l'État a réduit sa présence dans le secteur. Donc cette deuxième période qu'on peut qualifier de la période plutôt sociale de l'habitat, où on a mené une politique sociale de l'habitat, où l'essentiel était dans les mesures prises au niveau de l'État qui accompagnaient des privés. Donc l'État a mis en place un dispositif qui était relativement robuste pour l'époque, avec la création du service des terrains urbains, de services qui faisaient l'aménagement des terrains avant de les commercialiser. L'État a mis en place divers moyens, divers fonds dont l'objectif était de soutenir la production de logements avec le compte des terrains urbains, le CTU, avec le CDMH, le compte de mobilisation pour l'habitat, avec le FSH, le fonds de soutien à l'habitat. Donc toutes ces institutions ont été mises en place justement pour permettre au privé de prendre le relais dans des conditions qui soient relativement sereines pour ce privé-là. Ensuite, nous avons la période après 2011 globalement, qui a été, comme vous le savez, une période de crise en Côte d'Ivoire, où il y a eu très peu de production.
et puis sur laquelle je ne vais pas m'attarder d'ailleurs. Oui. Et puis il y a eu le rebond à partir de 2011 où l'État a mis en place une nouvelle politique de l'habitat, essentiellement centré autour du projet qui a été appelé projet présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. L'ambition, c'était au départ 60 000 logements. Construit avec un soutien important de l'État. Cette ambition a été portée à 150 000 logements en 2016, sur la période 2016-2021. Et cette ambition a été reconduite dans le plan national de développement 2021-2025, voilà, dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est une période où la politique se caractérise principalement par... là aussi, un soutien fort apporté au privé à travers des facilitations fiscales où pratiquement les terrains étaient mis à la disposition du privé à prix coûtant. L'État s'engageait sur la période à réaliser les VRD, donc la voirie, les réseaux divers, les amener d'électricité, d'eau, etc. Tout cela, c'était des mesures relativement fortes, mais qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs que l'État s'était assigné. Donc, depuis quelques mois, nous avons relancé ce projet, donc une phase 2 du programme présidentiel, où une importante réforme du secteur a été conduite. Avec la mise en place justement de dispositifs complémentaires pour une plus grande efficacité. Donc aujourd'hui, nous pourrions en reparler si vous le souhaitez. Nous pensons qu'aujourd'hui, les choses sont suffisamment bien en place pour avoir une politique beaucoup plus efficace. La machine est bien huilée. Mais comme dans presque tous les pays de la sous-région, vous me parlez de grande production aujourd'hui de logements. Quel mécanisme vous avez mis en place pour pouvoir quand même soutenir cela, d'autant plus que le gap est énorme. On parle d'un déficit de 600 000 logements, si je m'abuse. Le déficit est très important, effectivement, c'est 600 000 logements à peu près, pour l'essentiel dans la ville d'Abidjan, une ville qui compte entre 6 et 7 millions d'habitants. Donc vous voyez que c'est pratiquement 10% de la population qui ne vit pas dans des conditions décentes, dans des conditions formelles d'habitat. Bon, donc pour lesquelles nous avons l'obligation, en tant qu'État, de rechercher des solutions. Donc c'est l'importance de ce gap qui nous a conduit justement à rechercher des moyens d'accélérer la production de logements. Accélérer la production de logements, ça veut dire industrialiser cette production. L'industrialiser, ça veut dire aller vers des acteurs qui ont la capacité de construire vite et bien. Donc c'est pour cela que nous avons ouvert justement la liste des promoteurs de ce programme présidentiel à des entreprises internationales, à des entreprises de pays à travers le monde qui ont la capacité au plan financier, au plan technique, de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est d'être en mesure de réaliser au minimum 50 à 60 000 logements tous les ans pour arriver progressivement à réduire le déficit dont je parlais tout à l'heure et de façon à permettre à la majorité de nos concitoyens, surtout de la ville d'Abidjan, d'habiter dans des conditions plus décentes. Et évidemment, nous accompagnons cela d'autres mesures, notamment la mise en place du fonds de garantie de l'habitat, du fonds de garantie du logement social plutôt, du fonds de garantie du logement social. L'objectif étant justement d'élargir les possibilités d'accès à toutes ces personnes qui ne sont pas bancarisées, qui n'ont pas un emploi formel, qui n'ont pas un bulletin de salaire, donc qui ont difficilement accès au crédit bancaire. Donc ce fonds de garantie a été désormais mis en place. Nous avons mis en place d'autres mécanismes, notamment de coordination du projet avec la création de ce qui va s'appeler l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA. Donc la mission sera de conduire le projet, d'en assurer la coordination au plan national et évidemment de gérer la construction avec tous les acteurs qui auront été retenus. Bien entendu, il y a un processus de sélection.
de ces acteurs qui est mise en œuvre. Il y a également une commission qui est mise en place de sélection ou de recrutement des personnes éligibles au projet. Donc, pour que tout cela se fasse vraiment dans des conditions rigoureuses et que seules les personnes qui ont droit effectivement à ces logements puissent y avoir accès. Ça fait partie des réformes que vous avez mises en place? C'est toutes les réformes récentes donc, qui ont été mises en place et qui devraient permettre de rassurer les acteurs qui vont être sélectionnés. J'allais peut-être mentionner, si vous le souhaitez, un projet pilote que nous réalisons justement avec ce nouveau dispositif, un projet pilote qui va porter sur 25 000 logements avec un accompagnement fort de l'État, donc qui va permettre justement de rôder cette machine, de montrer qu'elle fonctionne, de démontrer qu'elle fonctionne et de cette façon de rassurer les investisseurs potentiels et leur permettre ensuite de prendre le relais pour aller jusqu'aux 500-600 000 logements dont nous avons besoin. Oui, mais justement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réussi à mettre en place un mécanisme pour assurer la location-vente, même au Sénégal. Nous, on est dans le milieu, on nous demande souvent de la location-vente. Maintenant, au Sénégal, il y a beaucoup plus le paiement tempéré. Pas de location-vente. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir quand même mettre en place ce mécanisme qui permet aux Ivoiriens de pouvoir accéder au logement? La question est pertinente. C'est un aspect des réformes que j'allais omettre. Il faut dire que dans le schéma précédent, la commercialisation se faisait à travers la vente directe. Donc c'était de la construction et la vente aux acquéreurs. Et comme je l'ai indiqué, les acquéreurs devaient justifier d'une capacité leur permettant d'acquérir. Donc évidemment, cela a pu profiter à une certaine catégorie d'Ivoiriens qui n'était pas forcément celle qui était la cible du projet. Donc après réflexion, nous avons perçu qu'il y avait le besoin d'atténuer les conditions d'accès au logement, de les réduire très fortement et de les accompagner à travers le fonds de garantie dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout à travers la location-vente. Donc allonger la durée, aller jusqu'à 20 ans, 25 ans, et puis réduire les taux, justement pour permettre là aussi d'allonger la durée, puisque tout se joue après à travers l'échéance qui est payée mensuellement par l'acquéreur. Voilà, donc là, j'allais dire, la réflexion est simple. Et nous avons commencé par des cibles qui sont des cibles relativement faciles. D'accord. Parce qu'un fonctionnaire, il commence à travailler à 25 ans, à 30 ans, il a 20 ans, 25 ans de carrière. Donc l'idée, c'est de permettre aux fonctionnaires, dès le début de sa carrière, d'entrer dans un programme d'acquisition de ce type et de pouvoir en faire une carrière, disposer d'un logement qui lui appartient. Et puis au-delà, l'État de Côte d'Ivoire ayant perçu l'importance du logement et l'intérêt à faire en sorte que nos concitoyens soient décemment logés, l'État a décidé lui-même d'aider à rechercher le financement. Donc aujourd'hui, nous avons des requêtes pour à peu près 500 milliards de francs CFA adressées à des bailleurs de fonds importants à travers le monde que je ne vais pas citer ici puisque les négociations sont en cours. Mais c'est au minimum 500 milliards de francs CFA qui pourraient être levés pour être affectés à la production de logements et à la facilitation de l'accès au logement en Côte d'Ivoire. Voilà et justement, il faut qu'on ait aussi l'habitude d'habiter en hauteur parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en appartement. Et généralement, la location-vente, c'est vrai que c'est mixé un peu avec peut-être du moyen standing, mais la vie en hauteur, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, Macky Sall, devient une nécessité pour résorber ce gap. Maintenant, par rapport au foncier, moi, je fais un peu de recherche parce que j'adore ce que le ministère du Logement est en train de faire. Et il y a, disons, un aspect qui m'attire toujours, c'est le guichet unique. Aujourd'hui, pour avoir les ACD, qui est l'équivalent du titre foncier donc, au Sénégal, c'est un guichet unique. On entre, on sort. Comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place ce dispositif aujourd'hui qui allège beaucoup, disons, les citoyens? Si vous permettez, je vais quand même rebondir sur ce que vous avez dit concernant
la construction en hauteur. Je pense que c'est là aussi un principe qui s'impose à pratiquement toutes les villes africaines. C'est ça. Qui sont aujourd'hui à une étape de leur croissance qui impose la densification. Tout à fait. Ça vaut pour Abidjan, ça vaut pour Dakar, ça vaut pour beaucoup d'autres grandes villes de nos pays. Et dans le programme que nous réalisons, étant donné que l'État fait un effort important en mettant à disposition le foncier, nous nous obligeons à densifier ce foncier, à faire en sorte que ce foncier serve au maximum de construction et au maximum d'acquéreurs possible. C'est ça. Tout à l'heure, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, mais qui est pour nous également très important, c'est la location simple. Oui. Ça a existé par le passé. Donc, dans la première phase dont j'ai parlé de l'indépendance jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, nous avons donc les trois principes d'accès. L'acquisition, donc qui permet d'acheter à crédit ou cash le logement. La location-vente, donc sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Et la location simple. Tout simplement parce que 80% des Abidjanais, si je prends l'exemple de la ville d'Abidjan, sont locataires. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est pas tant la propriété que la possibilité d'accéder à un logement décent. C'est déjà ça la première préoccupation, à laquelle il nous faut apporter une solution. Bon, et donc nous avons décidé de l'apporter à travers la location simple, là aussi avec le soutien de l'État, en faisant en sorte que l'étudiant qui a terminé ses études, le travailleur qui est au SMIG, le petit ouvrier, etc., puisse accéder dans des conditions relativement souples pour lui à un logement qui soit décent. Donc les loyers seront fixés en conséquence, évidemment avec une part de subvention de l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, pour en arriver à votre question sur le guichet unique du foncier, j'allais dire l'explication elle est simple. Dans la plupart de nos pays, il y a le gestionnaire du foncier, il y a ensuite le livre foncier qui souvent est tenu par le ministère du budget ou celui de l'économie et des finances. Il y a le cadastre, donc trois entités qui travaillent pratiquement sur la même matière. Bon, et au niveau du ministère dont j'ai la charge, qui a cette mission d'assurer toute la gestion du foncier en Côte d'Ivoire, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait là aussi plusieurs étapes à franchir et des étapes qui souvent se faisaient en plusieurs endroits. Donc l'idée, ça a été déjà de faire une première réflexion pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mutualiser, qu'est-ce qu'on pouvait regrouper. Et cela a permis donc de créer effectivement le guichet unique du foncier avec une première installation à Abidjan, mais je crois que nous sommes aujourd'hui au-delà de 70 guichets donc décentralisés à travers pratiquement tous les chefs-lieux de région et la plupart des chefs-lieux de département. Bon, et évidemment, l'objectif, c'est de nous rapprocher le plus possible des usagers de nos services. Mais notre ambition est beaucoup plus forte que celle-là, puisqu'aujourd'hui, nous avons réussi effectivement à faire un vrai guichet unique au niveau du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à faire un vrai guichet unique au niveau de l'entrée et de la sortie, c'est-à-dire que l'usager rentre chez nous et à la fin retire son titre de propriété chez nous. Mais il y a encore des allers-retours entre nous et les administrations que j'ai citées tout à l'heure, notamment la conservation foncière et le cadastre. L'idée, c'est d'arriver à faire un vrai guichet unique où toutes ces entités sont regroupées. Et aujourd'hui, les moyens technologiques permettent très facilement d'orienter les flux monétaires ou financiers, donc de ce guichet unique vers l'un ou l'autre des acteurs. Donc nous sommes en train de travailler. C'est un bel exemple de réussite, en tout cas. Je pense que beaucoup seront là pour pouvoir quand même prendre exemple sur ce guichet unique pour régler les différents problèmes fonciers qu'on rencontre donc généralement en Afrique. Voilà. Non, nous avançons très bien puisque ce premier dispositif a permis d'accélérer la production de titres. Nous voyons aujourd'hui qu'en 2020, nous avons délivré
17 000 titres, là où nous n'avions jamais dépassé les 7 000 titres auparavant. Oui. En 2021, nous en avons délivré 11 000. Cette année, je pense que nous serons à peu près. Donc, j'allais dire, depuis la réforme de la CD en 2013, si nous faisons le compte aujourd'hui, facilement, je vais faire le calcul, mais facilement 60-75% des titres auront été délivrés sur les 3 dernières années. Pour dire que les choses ont vraiment été facilitées, que les choses marchent relativement bien, que les équipes aujourd'hui sont dans une logique de performance. Tout à fait. Et surtout, nous nous sommes imposés un indicateur qui est un indicateur simple, qui est celui du stock de demandes en cours de traitement. C'est ça. Ce stock de demandes, nous avons fait en sorte qu'il ne dépasse plus 2000. Oui. Bon, et depuis que nous avons pris cette résolution, nous n'avons plus dépassé 2000 demandes en stock. Nous devons être actuellement aux environs de 1200-1300 demandes qui sont en traitement. Donc qui se traitent au fil de l'eau. Et ça veut dire que nous sommes déjà dans un mode qui est relativement performant. On va suivre tout cela. Mais dans l'actualité également, parce que presque nous sommes au terme de l'émission, on note beaucoup d'effondrements d'immeubles aussi à Abidjan. Quelles sont les mesures qui ont été prises aujourd'hui pour quand même diminuer cette situation désagréable? D'abord, je commencerai par dire que tout est relatif quand on parle de beaucoup d'effondrements. Pour juste reprendre un peu notre historique factuel, jusqu'en 2020, le suivi, j'allais dire, de ces effondrements n'était pas très formel. Donc, nous avons dénombré, après coup, une quinzaine à peu près d'effondrements, jusqu'en 2020. En 2020, nous avons dénombré exactement 11 effondrements. En 2020. 11 effondrements en 2020. En 2021, il y en a eu 2. Et en 2022, nous en sommes à 3 effondrements. Voilà. Dans un contexte qui, comme vous pouvez le voir, est très dynamique au plan de la construction. Oui. Il se construit en ce moment sur la ville d'Abidjan, je pense, entre 40 et 50 000 logements, entre 40 et 50 000 bâtiments. Bon, donc, évidemment, chaque effondrement est un effondrement de trop. Oui. Tout effondrement est un effondrement de trop, j'en conviens. Mais il s'agit d'abord de relativiser la question et de montrer que nous ne sommes pas dans la catastrophe que certains décrivent. Vous n'êtes pas dans beaucoup. Voilà, dans la catastrophe que certains décrivent. Voilà. Maintenant, quelles sont les mesures qui sont prises? D'abord, les mesures, elles ont été prises au plan réglementaire, parce que c'est depuis 2019-2020 que nous avons commencé à voir ce phénomène-là. Donc, nous avons renforcé le dispositif réglementaire et légal là-dessus. Nous avons aujourd'hui dans nos textes, dans le code de la construction et de l'habitat, des mesures qui imposent le recours obligatoire, par exemple, à un architecte pour toute construction en milieu urbain. C'est déjà une première sécurité. Oui. Combien de constructions aujourd'hui le font? Voilà, c'est les questions qu'il faut commencer à se poser. Nous avons imposé le recours au permis de construire. Oui. Bon, combien de constructions, là aussi, deuxième question, combien de constructions aujourd'hui respectent cela? La troisième chose, c'est pour toutes les constructions qui présentent un certain risque à la construction ou plus tard à l'usage, c'est d'imposer le recours à un ingénieur conseil ou à un bureau d'études et le recours à un bureau de contrôle. Là aussi, question, combien de constructions le font? Donc, au plan réglementaire, tout ça est déjà prévu. Tout ça est dans nos textes, dans le code ou dans des textes subséquents, des décrets ou des arrêtés. Donc, la première chose que nous faisons, c'est déjà inciter nos concitoyens à respecter la loi. En sensibilisant autant que nous pouvons. Nous faisons des communiqués. Avec même un numéro vert pour pouvoir... Et un numéro vert existe, qui est mis à contribution. Oui. D'autres adresses d'ailleurs ont été communiquées à la population pour nous saisir. Aujourd'hui, nous vérifions, ça c'est donc l'aspect sensibilisation. L'autre aspect, c'est l'aspect contrôle. Nous avons renforcé les moyens de contrôle, nous avons renforcé les équipes de contrôle pour qu'on soit plus efficace dans le contrôle et dans la répression. Au-delà
de la sensibilisation au-delà du contrôle, il y a déjà des sanctions prévues aussi. Oui, des sanctions. Des sanctions pécuniaires qui peuvent aller, enfin, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la destruction du bien. Et en 2021, nous avons quand même démoli 51 constructions, rien que dans la ville d'Abidjan. Wow. Avant cela, 2020, pour prendre l'exemple de 2020, nous n'avions fait que 2 démolitions. Donc pour montrer là aussi comment nous sommes montés en échelle, comment nous sommes montés en puissance dans l'aspect sanction et dans l'aspect démolition. En 2022, nous sommes déjà à une vingtaine de démolitions. J'allais dire, nous ne souhaitons pas démolir des biens qui souvent sont la richesse de toute une vie, l'épargne d'un Ivoirien. Nous ne souhaitons pas cela. Donc nous allons poursuivre dans la sensibilisation. Le travail se poursuit. Nous allons poursuivre dans toutes les étapes, dans la sensibilisation, dans la sanction, en espérant être entendus. En tout cas, Monsieur le ministre, on vous remercie. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions qui devaient être évoquées, mais on vous donne rendez-vous le 14 et le 15, Inch'Allah, pour parler de tout cela donc en face des professionnels aux journées de l'habitat que nous organisons ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, votre pays, le pays qui n'a pas été choisi donc par hasard, parce qu'on a vu très réellement ce que donc le ministère est en train de faire pour pouvoir un peu booster donc le secteur. Donc on vous donne rendez-vous Inch'Allah pour 2 jours de discussion et d'échange le 14 et le 15 juillet. Merci. Merci à vous, encore une fois. Merci de nous avoir donné cette lucarne pour échanger avec la population du Sénégal, avec votre auditoire qui va bien au-delà du Sénégal, de ce que j'entends. Donc voilà, nos préoccupations sont très proches. Nos pays ont des environnements qui sont relativement proches, avec des solutions qui peuvent être partagés, qui peuvent aider les uns les autres. Donc nous avons été très heureux d'échanger, de dire ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Et j'espère que ce que nous avons dit pourra aider d'autres de nos voisins à améliorer le secteur, à améliorer son fonctionnement dans les secteurs dont nous avons la charge. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci, Monsieur le ministre. On met une page de pub et on se retrouve juste après. Depuis 1948, Sococim construit le Sénégal. Merci beaucoup à Sococim Industries pour cette page de pub. Alors, un autre partenaire, il s'agit de Adila by Sablux. Vous le savez sûrement, ils sont à la sortie 9 pour un programme très intéressant donc, de logement. Pourquoi la sortie 9 et pourquoi venir à Adila pour acquérir une maison? Nous voyons tout cela avec eux. Bonjour, je suis Eduardo, responsable des ventes à Sablux Immobilier. Je m'en vais vous entretenir de Adila, la filiale de Sablux qui commercialise les terrains et les villas. Dans sa première phase de commercialisation de villas sur R+1 à Kounoun, à la sortie 9 de l'autoroute, juste après Almadies 2, Adila a vendu des maisons sous le mode VEFA, la vente en état futur d'achèvement, ce qui permet aux clients d'avoir des facilités de paiement selon l'évolution des travaux. Cette commercialisation de la première phase s'est vite faite en fonction de la forte demande et de la satisfaction des clients.
Suite à cela, nous avons lancé la seconde phase, Mahalia, qui aujourd'hui est toujours commercialisée sur des villas R+1 en mode VFA. Pour plus de précision, je m'en vais vous laisser avec ma collègue Ndeye Astou Seck, qui est sur site dans une de nos villas témoins, qui va vous parler des avantages d'acquérir un bien à Adila et des avantages de la zone de Kounoune. Merci. Merci Edouard. Kounoune n'a pas été choisi au hasard. Kounoune est aujourd'hui entre Dakar et Diamniadio et elle répond à deux cibles. La première, ce sont les personnes qui vivent à Dakar et qui travaillent à Diamniadio à travers les sphères ministérielles et prochainement avec le nouveau siège des Nations Unies, mais également cette tranche de population cadre moyen dynamique qui n'ont pas les moyens d'acheter un bien immobilier à Dakar. À Kounoune, nous vous proposons un cadre de vie agréable pour vous et vos enfants, avec une viabilisation complète, un syndic qui assure l'entretien des parties communes, mais également le gardiennage. Faites-nous confiance et confiez-nous votre projet immobilier. Merci beaucoup à Adila by Sablux. De toute façon, il nous accompagne tout le mois de juillet et le mois d'août pour vous montrer les bons plans donc d'Adila by Sablux. N'hésitez pas à les contacter via les réseaux sociaux qui sont juste au bas de l'écran. Et puis merci beaucoup au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire pour nous avoir accueillis donc, dans son bureau. Nous avons échangé sur les questions cruciales de l'heure qui nous interpellent, nous tous qui sommes en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. De toute façon, ces discussions, on va les continuer lors des journées de l'habitat qui vont se tenir donc ici même à Abidjan. Le 14 et le 15 juillet 2022, il y a beaucoup de promoteurs, mais également les décideurs publics qui seront également présents à ces rencontres. Nous vous donnons donc rendez-vous le 14 et le 15 donc juillet, ici à l'hôtel Sofitel donc de Côte d'Ivoire, mais également au consulat du Sénégal pour une rencontre entre la diaspora sénégalaise, mais également les promoteurs. Mention spéciale à Cheikh Koné, lui c'est le responsable chef de la division communication du ministère et à toute l'équipe. Il a mis une équipe à notre disposition pour pouvoir faciliter le travail. Qu'il en soit remercié. Merci également aux collaborateurs du ministre. On vous donne rendez-vous prochainement à Abidjan pour les journées de l'habitat. Merci, à bientôt.